Je voudrais déjà commencer par remercier la LFDA d'avoir organisé ce colloque et en particulier féliciter les organisateurs et tout particulièrement son président. Je suis Jean-Pierre Kieffer, je suis Jean-Pierre Kieffer, vétérinaire et président de l'œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir, OABA. Le bien-être animal doit intégrer toutes les étapes de la vie d'un animal. Et en particulier, il y a une étape particulière sur laquelle je pense qu'on n'est pas beaucoup intervenu et j'aurais souhaité peut-être que Michel, moi aussi je me tourne vers lui, donne son avis, que nous connaissons d'ailleurs, mais qu'il rappelle cet avis. Il y a le bien mourir, il y a le bien-être, mais il y a aussi le bien mourir. Et c'est choquant d'être dans un pays européen, la France, qui est le pays dans lequel il y a le plus d'abattage sans étourdissement. Pour des raisons religieuses, mais même en dehors de raisons religieuses. Est-ce qu'il est normal, en 2020, et les années qui suivront certainement, que l'on puisse, sur des animaux pour lesquels on a développé le bien-être, où les éleveurs ont fait ce qui était le maximum, qui ont répondu aux normes européennes qui sont très contraignantes et ces éleveurs qui se sont attachés souvent à ces animaux, est-ce que c'est normal que ces animaux soient massacrés, c'est-à-dire abattus sans étourdissement, alors qu'il y a des méthodes qui existent depuis longtemps qui permettent d'insensibiliser l'animal? Est-ce qu'il est normal encore au XXIe siècle d'avoir des abattages sans étourdissement? Merci. Merci Michel. Et si quelqu'un d'autre veut intervenir, je vais répondre. Je ne sais pas si le micro, vous m'entendez là, oui. Je vais répondre en indiquant que les vétérinaires, notamment l'Ordre national des vétérinaires sous ma présidence en 2015, à l'occasion du colloque que j'avais évoqué tout à l'heure, qui était intitulé « Le vétérinaire expert du bien-être animal », avait pris très clairement position, sans se préoccuper d'ailleurs de la question des abattages rituels, avait pris position de manière générale en disant que tout animal abattu devait être étourdi préalablement à la saignée. Ça, c'est quelque chose, je dirais, incontournable. Ce que nous savons aujourd'hui de l'appréciation objective, de la sensibilité douloureuse, de la conscience de l'animal, nous amène scientifiquement à avoir aujourd'hui cette exigence. Et je pense qu'aujourd'hui, finalement, dans ce lieu ici, qui résonne, je dirais, particulièrement depuis 24 heures, je pense qu'il faut aujourd'hui laisser la place à la science devant l'obscurantisme. Point. d'autres personnes à la tribune souhaitent répondre à la question? Non? Non. Une autre question? Oui, monsieur. Ben. Oui, le micro est là. Bonjour, oui, je voudrais poser... Donc je suis à ce colloque. C'est peut-être juste pour poser la question, enlever le masque, parce que ça permet une meilleure sonorisation. Je voudrais poser une question à M. Bossier par rapport à l'engagement des vétérinaires pour accompagner l'évolution des systèmes d'élevage. Je pense qu'il est certain que les vétérinaires ont un rôle important à jouer pour le bien-être animal, parce que notamment sur l'aspect santé, puisque c'est une composante essentielle du bien-être animal, ou pour prendre en charge la douleur, par exemple grâce à l'anesthésie par exemple. Nous, il nous amène fréquemment de travailler avec les vétérinaires, notamment quand on travaille avec des coopératives agricoles. Quand on a des réunions, il y a toujours le vétérinaire qui est présent, vétérinaire qui peut être soit salarié de la coopérative, soit appartenir à un groupement vétérinaire, par exemple. Il y a une chose qui m'a interpellé dernièrement, parce qu'on a travaillé avec un groupement de vétérinaires, et je demandais à ce groupement de porter peut-être plus ouvertement, de s'exprimer plus, de s'engager peut-être davantage dans l'évolution des systèmes d'élevage, et notamment pour mieux accompagner des évolutions des systèmes d'élevage en rupture, je dis bien en rupture, avec les systèmes existants. Et le vétérinaire avec lequel je faisais cette proposition m'a dit « mais c'est pas le rôle de nous, vétérinaires, de proposer des systèmes d'élevage en rupture ». Et je dois dire que parfois j'ai l'impression que les vétérinaires ne sont pas toujours nos alliés. Je vais vous donner un exemple aussi tout récent.
j'ai échangé avec un intégrateur de veaux et je lui disais, ça serait bien que vous fassiez un essai pour permettre aux veaux d'avoir accès à une courette extérieure. Donc il en a parlé à son vétérinaire qui lui a dit « Oh là là, mais il ne faut pas faire ça parce que les veaux vont prendre froid », ce qui est peut-être vrai, notamment quand ils boivent, ils vont prendre leur aliment qui est à une certaine température, si après ils font froid, chaud, ils peuvent tomber malades. Et puis il risque d'y avoir des problèmes de ventilation à gérer. Ça a tué dans l'œuf cette initiative qui aurait pu être prise. Donc je pense qu'il est important que les vétérinaires soient peut-être plus ouverts à des évolutions, qu'ils travaillent effectivement peut-être davantage avec le monde scientifique parce qu'à chaque système d'élevage, il y a des problématiques sanitaires qui peuvent apparaître, mais ce qu'il faut, c'est ne pas tuer dans l'œuf les innovations, c'est les accompagner avec les vétérinaires et peut-être une attitude plus positive par rapport à ces évolutions qu'il faut forcément à un moment tester. Je voudrais bien avoir votre avis là-dessus. Et j'ai une deuxième question, mais ça c'est pour tout le monde, c'est sur la part de l'alimentation dans le budget des ménages. On voit qu'un des problèmes qui préoccupent tout le monde, c'est le prix de l'aliment. Je rappelle qu'après-guerre, 50% du budget de l'alimentation représentait le budget des ménages. Aujourd'hui, le budget de l'alimentation, c'est 12% dans le budget des ménages, quoi. Donc il faut aussi, alors là c'est compliqué parce que est-ce que c'est normal qu'on ait des loyers et des maisons à un prix astronomique et qu'on puisse plus acheter des aliments de qualité à bon prix? Enfin, ça nous dépasse peut-être un peu, mais c'est aussi une réflexion qu'il faut avoir là-dessus. Merci. Merci. Donc, 2 questions. Réponse brève à votre première question, puisque finalement vous avez apporté la réponse à la question que vous vouliez poser. Je ne peux que vous rejoindre sur le fait que, naturellement, le vétérinaire doit s'engager et répondre positivement, conseiller l'éleveur. C'est un des conseillers de l'éleveur et de l'élevage. Mais moi, vous savez, il y a les évolutions, elles sont globales. Il y a toujours dans toute population des personnes qui, je dirais, sont en retard par rapport à la moyenne. Ça, c'est incontestable. Je crois que, je l'ai dit tout à l'heure, globalement, l'évolution est très marquée. Là, vous parlez de l'élevage. Je me souviens très bien que sous ma présidence, on avait attribué un prix de l'ordre à un vétérinaire qui a disons, déployé, je dirais, auprès des cabinets vétérinaires. C'était sur les animaux de compagnie, c'est vrai, une démarche visant à l'éducation du vétérinaire, à l'atténuation ou la suppression de la douleur. Voilà. Mais ces démarches, elles existent également. Je sais que la SNGTV le promeut auprès des vétérinaires praticiens exerçant dans les filières de production. Bon, voilà, de mauvaises habitudes ont pu être prises. Il n'y a pas eu de remise en cause. C'est vrai que les vétérinaires, pendant longtemps, et notamment dans les filières de production, les filières intensives, celles qu'on qualifie d'élevage industriel, ce qui pour mes éleveurs à moi est un oxymore, entre parenthèses, n'ont pas forcément pris, se sont adaptés à l'évolution de ces élevages, se sont adaptés aux pathologies, lesquelles pathologies étaient parfois créées par l'intensification de l'élevage, sans pour autant avoir une démarche de réflexion éthique. Mais je crois que ça c'est terminé. En tout cas, moi personnellement, j'ai essayé de faire en sorte qu'on évolue, qu'on se remette en cause, et le mouvement est bien parti. Est-ce que l'un ou l'autre de nos représentants de l'INRA souhaite compléter cette réponse de Michel Bossier? Si on me propose. Moi, je voudrais rajouter effectivement qu'il y a quand même toute la formation initiale, certes, mais la formation continue. J'ai cité tout à l'heure la chaire partenariale bien-être animal. Je peux reciter de nouveau le CNR BEA. Et, je recite aussi le RMT. Donc, il y a aussi peut-être une initiative à prendre à stimuler quand même la possibilité de suivre des formations au cours de sa carrière. Et il y a beaucoup de travail avec les structures dont je viens de parler pour faciliter, effectivement, faire sensibiliser déjà, et puis ensuite donc accompagner les acteurs de terrain, notamment les vétérinaires, mais pas que, pour que cette question eh bien, devienne aussi un référentiel par rapport aux gens qui ont peut-être eu une sensibilisation ancienne et que, effectivement, il y a 30 ans, les choses n'étaient pas à ce niveau-là. Et je pense qu'il y a les outils pour ça. Peut-être qu'il y a un petit coup de pouce aussi pour faciliter cette initiative d'aller se reformer et d'être accompagné. Il y a les structures pour cela. Hervé Guillemard, toujours sur la première question. Alors, sur la première question, un peu en réponse à ce que dit Ghislain, ça ne s'applique pas qu'au bien-être animal, ce que tu dis. La question, c'est la question des transitions des systèmes agricoles et alimentaires.
sur lequel tout le monde est engagé, chacun avec ses contraintes. Les vétérinaires sûrement, je ne connais pas, les agronomes que je connais mieux sûrement, les ONG aussi, les agriculteurs évidemment. Et je pense que c'est une démarche globale, y compris l'INRA, voilà, l'INRAE, c'est que la manière en fait de se sortir du dilemme que tu dis, il y a des actions qui consistent à dire je vais séparer le conseil de la prescription, et c'est une très très bonne chose, quel que soit le métier. Et l'autre chose, c'est d'avoir des dispositifs d'innovation ouverte. Bon, et c'est l'évolution vers laquelle on va. C'est-à-dire qu'au lieu de faire accepter les choses à un tiers, on va les mettre autour de la table au début et essayer d'arriver à un compromis. C'est ce qu'on, enfin tu sais bien, c'est ce qu'on essaie de faire dans le cadre du LIT avec la EBA. Évidemment, c'est dur. Et évidemment, ça demande beaucoup de coûts de transaction au début, de discuter, de se connaître, mais c'est la seule manière d'aboutir. En tout cas, c'est ce qu'on espère, parce que sinon on ne fait pas. Et en passant, ça s'applique aujourd'hui au domaine agricole et alimentaire, et ça se développe aussi beaucoup dans les autres secteurs. C'est donc que ça ne doit pas être totalement stupide, c'est ça que je dirais. Je veux bien répondre sur les consommateurs un mot, si... Oui, voilà. et après je passe. Continue là-dessus, et tu réponds sur la seconde question. Et sur le deuxième point, alors, ce que je veux dire, c'est vrai ce que dit Ghislain, c'est-à-dire que dans les pays développés, la part du budget consacré à l'alimentation est de moins en moins forte. Oui, de moins en moins forte. En passant, il faut faire attention quand même à la restauration hors foyer et hors domicile. Il y a des, enfin, sauf maintenant, mais voilà. Mais c'est pas tout à fait pareil. Ça augmente hors foyer, donc il faut faire attention. Bref. Le point qu'il y a, c'est qu'est-ce que tu peux faire pour contrecarrer cette évolution-là qui reflète les préférences des consommateurs. Je suis d'accord avec les iPhones de mes enfants, et le mien en passant, mais n'empêche que, et on ne va pas aller contre les préférences des consommateurs ou des citoyens, et contre les libertés, en tout cas pas moi. Et donc la question, c'est comment tu fais si par exemple tu as des surcoûts de production qui se retrouvent dans le produit final. Eh bien, la seule manière de faire, c'est d'avoir des politiques redistributives qui sont différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui. En tout cas, c'est le levier essentiel que je vois. Et ce n'est pas la peine, je crois, d'avoir des incantations à dire que les ménages, demain, augmenteront fortement la part de leur consommation, la part de leur budget consacré à la consommation. C'est très dur d'aller contre des tendances qui sont universelles. Et donc, il faut trouver sans doute d'autres voies. Enfin, en tout cas, c'est ce que je dirais. Un petit espoir, qu'on a vu dans la période Covid, hein, c'est que le fait que les personnes qui, du coup, ont travaillé à la maison, enfin, on a vu des hausses spectaculaires de produits de plus haute qualité. Donc, effectivement, le bio, le label rouge. Moi, j'ai vu mon porc, c'est mon chouchou, mon porc plein air label rouge, il a fait x3. Bon, il est redescendu. Il a gardé une petite hausse, mais néanmoins, je pense que c'est lié aussi à la cuisine. C'est lié à... Et j'ai vu, je pense, des habitudes qui se sont conservées. C'est-à-dire que les gens qui allaient moins en restauration en foyer et qui amenaient leur gamelle. Enfin, je pense que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, en tout cas dans les signaux qu'on a, sont plutôt positifs. Il y a un attachement fort, je pense, des Français à la gastronomie. Et on n'a pas parlé beaucoup de goût. On n'a pas parlé beaucoup de goût, mais il ne faudra surtout pas qu'on laisse le goût de côté dans cette transformation. Parce que sinon, on perd tout, et c'est quand même l'attrait principal. Et moi, j'y vois un espoir lent dans la transformation. Là, ici, et puis ensuite ici. Ouais, si je me lève, vous y arriverez. Bonjour, je suis Brigitte Gauthier de l'association L214. Je voulais intervenir. Merci beaucoup pour ce colloque, merci pour la qualité des interventions. Merci pour la thématique. On parle à demi-mot un petit peu, c'est évoquer des leviers pour le changement. On voit que l'ensemble des personnes qui se sont exprimées montrent qu'il devrait y avoir modification des systèmes d'élevage. On voit qu'au niveau scientifique, la sensibilité, voire la conscience des animaux, elle est reconnue. Depuis 2009 par l'INRA dans l'expertise collective. Pour autant, la réglementation, elle ne change pas, c'est-à-dire que nos systèmes d'élevage conventionnels restent les mêmes et c'est plutôt des initiatives d'ONG, de producteurs, d'entreprises
qui font qu'il y a des évolutions, et là-dedans, le législateur ne joue pas son rôle pour justement amener le changement agricole et alimentaire. Alors on va avoir les interventions plus tard, mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas une plus grande écoute des scientifiques? Tout à l'heure, la réponse, enfin, il n'y a pas eu de réponse d'apporter à ça. Est-ce qu'il y a une oreille des pouvoirs publics par rapport aux avancées scientifiques, notamment sur les questions de sensibilité, conscience, etc., qui aurait dû nous amener, au vu de l'urgence éthique d'une part, mais aussi environnementale, sanitaire, sociale, partage des ressources. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de thématiques qui se rejoignent pour dire ce besoin de changement des pratiques d'élevage, mais aussi des habitudes de consommation. Et aujourd'hui, autant on nous recommande de couper l'eau pendant qu'on se brosse les dents, autant on ne nous incite absolument pas à changer justement notre composition d'assiettes, de diminuer la part des produits d'origine animale dans nos assiettes. Qui souhaite répondre à cette question? Hervé, et puis l'autre. Allez-y, c'est une bonne question. Je ne partage pas tout à fait votre point de vue que alors c'est pas à moi de parler pour l'État, je pense qu'ils parleront pour la Commission européenne. Je ne partage pas votre point de vue qu'ils ne prennent pas en compte. On peut considérer que c'est insuffisant, après tout chacun son point de vue, mais par exemple pour reprendre votre dernier point sur l'alimentation, quand l'État intervient via les Nutri-Score, etc., c'est bien quand même des prises en compte des recommandations de la recherche qui se traduisent en fait par des initiatives publiques. Au niveau européen, sur le bien-être animal, ce qu'ils ont décidé hier matin, alors, après toute une nuit, c'est bien aussi parce qu'il y a eu à la fois une pression de beaucoup d'acteurs, mais c'est aussi parce que la science a apporté en fait sa contribution en montrant qu'il y avait des voies d'amélioration, enfin qu'il fallait améliorer et qu'il y avait aussi des voies d'amélioration. Donc on peut considérer que c'est trop lent, ça c'est à vous de juger, à chacun de juger après tout, quoi, voilà. Le point important, c'est qu'il y a beaucoup de choses à changer, c'est un peu ça le problème. Et donc, comme l'a dit Loïc tout à l'heure très très bien, c'est comment vous conciliez en fait à la fois cet objectif environnemental, où j'inclus le bien-être, moi, voilà, dans cette la considération sociale et la considération économique. Et donc, je pense qu'il y a des progrès, mais en tout cas, moi, je crois que les gens œuvrent pour que ça s'améliore sur les 3 dimensions. Elsa Delano. Ok, alors en fait du coup ça va compléter, je rejoins parfaitement ce qui a été dit. Moi j'ai le sentiment, mais encore une fois on verra peut-être à la table ronde de cet après-midi, on aura peut-être des précisions, qu'on a rarement été dans une époque où on parlait autant de ce sujet, y compris sur les bancs de l'Assemblée nationale ou auprès des députés, etc. Alors peut-être que ce qui est fait effectivement est jugé insuffisant, ou alors que c'est pas forcément pris à bon escient. Ou alors qu'au contraire, c'est une manière de parler d'un sujet qui est plutôt politiquement correct sans prendre beaucoup de risques au niveau des élections, des voix des électeurs. Mais aujourd'hui, c'est un des sujets principaux politiquement de plein de débats. Et ensuite, vous avez cité plein de dimensions qui font que le sujet est indispensable, primordial, nécessaire. Sans citer le point économique qui est à mon avis ce qui dirige grandement et qui freine beaucoup la mise en place de changements radicaux. Peut-être que sur le temps long, les choses atteindront des transformations plus importantes, mais je pense qu'à l'heure actuelle, les choses ne peuvent qu'aller très lentement, quoi. Non, si je peux ajouter un dernier mot, il est clair que la science avance plus vite que le droit. Bon, ce n'est pas que dans ce domaine qu'on retrouve ce phénomène. Alain, pour dire un peu vraiment. Oui, donc je rebondis sur le temps long ou le temps plus ou moins court. Effectivement, la science va peut-être, enfin la science biologique va peut-être plus vite que le droit, mais la science va moins vite que les politiques.
Et je pense que là aussi, alors on peut penser qu'il peut y avoir un appui au niveau des consommateurs pour financer en fait une transition en fait aussi dans l'acte d'achat. Et je parlais tout à l'heure de formation continue, de formation initiale aussi. Je pense que la sensibilisation auprès des jeunes générations aussi est vraiment un sujet important. On a dit que c'était du temps long là pour changer les pratiques. On nous a conditionnés quand même pendant des décennies et des décennies, et ça fait que on a changé aussi nos stratégies d'achat, mais peut-être qu'on peut aussi voir avec une démarche un peu responsable des jeunes générations et de s'investir aussi dans l'accompagnement de la formation, de la sensibilisation de ces jeunes générations dans l'éthique et dans ce que représente en fait un animal, des animaux par rapport à l'espèce humaine, changera le regard et forcera à changer le comportement. À partir du moment où on change les attitudes, on modifie les attitudes, forcément le consommateur, qui bien sûr attend toujours d'en haut, mais va aussi de plus en plus pouvoir aussi agir à son niveau pour pouvoir changer ses pratiques d'achat. Et ces deux choses en fait devraient à un moment donné se rejoindre. Enfin, on peut penser qu'il n'y a pas qu'une stratégie, mais il y a plusieurs stratégies pour contribuer à ce changement de comportement. Les autres questions, j'en avais une au centre et il y en a une là, je ne sais pas où sont les micros, et une là. Où est le micro? Où sont les micros? Là, pour l'instant. Et alors, brièvement, parce que finalement, on a beaucoup de questions. Donc, Anne Venèche, France Nature Environnement. Donc, vous avez montré les efforts de la science. Vous avez montré les efforts des entreprises et vous êtes en train de construire une alliance tout à fait remarquable. Vous avez aussi parlé de l'importance de la PAC. Et je voulais vous demander comment allez-vous mettre en œuvre tous ces efforts, traduire tous ces efforts concrètement au niveau de la distribution des moyens de la PAC. Et je vous donne quelques exemples pour montrer l'importance des enjeux, parce qu'aujourd'hui, la PAC peut financer tout et le meilleur et le pire. Et c'est là qu'il faut changer les choses. Exemple, les critères d'éligibilité, les critères de sélection dans les régions où le bien-être animal est encore absent, il faut mettre des bons critères. Il y a les aides couplées qui aujourd'hui n'ont aucune prise en compte du bien-être animal. Il y a les SICO où on trouve le meilleur et le pire. Il y a les aides pour la méthanisation qui en pratique permettent de pérenniser des élevages industriels. Il y a encore de la promotion de la viande et la Commission européenne nous dit maintenant la promotion de la viande, enfin, ça va être de la viande durable, mais quels seront les critères et où sera le bien-être animal? Donc, comment allez-vous traduire vos efforts, vos acquis dans la PAC? C'est une très bonne question, mais je pense que la bonne réponse viendra de celui qui est responsable de cette chose, c'est-à-dire du ministre de l'Agriculture, que nous écouterons ce soir et qui a dit qu'il répondrait à des questions qui lui seraient posées par la salle. Donc je vous propose de garder cette question pour l'adresser, parce que ceux qui sont autour de là, aucun d'entre nous n'est le décisionnaire de la mise en œuvre de la PAC, et vous aurez ce soir la possibilité d'entendre le premier décisionnaire français de la mise en œuvre de la PAC. D'autres questions? Oui, ici. Et bien, il faut que vous atteigniez, Alain, que vous trouviez une jeune femme qui vous atteigne. Allez, à vous. Oui, bonjour tout le monde. Adrien, permaculteur vegan. J'avais une question justement sur le bien-être. Dès le départ, on a l'impression qu'il y a un biais dans le débat, dans le sens où la plus grosse académie de nutrition et de diététique au monde a statué le fait que la nourriture végétale est adaptée à tous les âges de la vie, autant les enfants, les femmes enceintes, les sportifs de haut niveau, les personnes âgées. Donc en fait, c'est plus une nécessité physiologique de manger des animaux. Donc du coup, est-ce que parler de bien-être
alors que ce n'est plus nécessaire de les tuer est vraiment pertinent si on se met à la place des victimes, c'est-à-dire des autres animaux. Et du coup, est-ce que justement la science a statué, la philosophie déjà depuis longtemps a statué, où vous en êtes dans vos recherches justement personnelles sur le sujet? Et du coup, est-ce que, là sur une seule question, c'est super dur d'entamer une discussion, mais est-ce que du coup, plus tard ou à côté, en attendant, vous accepteriez de parler avec moi justement une discussion de cœur à cœur pour parler de ce sujet-là plus en profondeur? Merci à vous. Merci. Je veux bien faire un début de réponse, simplement. Je pense que, disons, la position de telle ou telle académie n'est pas suffisante et ne constitue pas un consensus scientifique en soi. Le consensus scientifique, c'est quelque chose qui s'élabore de façon progressive. Moi, je constate simplement que l'espèce humaine, moi, je suis, comme je le dis depuis toujours, omnivore depuis 2,5 millions d'années. Donc, et nous ne sommes pas la seule espèce, je dirais, dans ce cas, dans le vivant. Donc, je pense qu'il faut, effectivement, ce que vous dites doit être entendu, est intéressant. Mais s'agissant de la science, je pense qu'on n'a pas encore le consensus scientifique. Je suis très attentif à ça, mais je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas perçu. Juste rapidement pour répondre par rapport à la recherche, et Alain pourra compléter, mais il y a de la science et de la recherche qui est positive et l'autre qui est normative. Dans la science qui est positive, vous allez essayer d'expliquer ce qui se passe. Et faites attention à dire que ça c'est tout noir ou ça c'est tout blanc. Parce que les végétaux, c'est pas non plus tout blanc. Voilà. Et les animaux, c'est pas tout noir non plus. Les élevages rendent des services. Par exemple, si vous prenez les gaz à effet de serre, si vous mettez des cultures, que des cultures, à moins de les laisser tout le temps en place, ce qui est quand même assez compliqué pour les cultures, quel va être le bilan carbone que vous allez avoir? Et ce qui stocke, en fait, du carbone, c'est les prairies et c'est les prairies permanentes. Mais il faut quelqu'un, en fait, pour utiliser les prairies permanentes. Je ne dis pas que j'ai la solution, mais la recherche, elle doit étudier, en fait, tous les pros et les contre, voilà, et vous fournir, en fait, les éléments pour permettre de juger, parce qu'après, c'est une question sociétale. Alain ? Je m'étais levé pour répondre, mais Hervé effectivement, je voulais rappeler tous les services écosystémiques même de l'élevage. Alors c'est pas un argument pour dire on a besoin des animaux mais disons que après dans mon introduction tout à l'heure je parlais de morale. Donc l'éthique, effectivement, on ne peut pas aller contre l'éthique, la morale de chacun, et c'est à chacun de se comporter par rapport à sa propre morale, sa propre éthique. Je ne parle pas là en tant que chercheur, mais en tant que citoyen qui essaye d'être responsable le plus possible de ses actes. Et je pense que la dissonance cognitive qu'on peut avoir... On travaille dessus pour effectivement que les choses. Tout à l'heure, Jean-Pierre Keffer a parlé de bien-être en élevage, mais quid d'une belle fin de vie des animaux. Il ne faut pas se voiler la face. Il faut effectivement aller de la conception jusqu'à la mort de l'animal. Et à partir du moment où il y a des améliorations qui se profilent, je pense qu'après, libre à chacun d'avoir effectivement sa propre éthique en la matière, mais qui soit le moins possible en dissonance complètement cognitive par rapport à ce que c'est la réalité des choses et ce que l'on pense être. Et peut-être qu'en se rapprochant progressivement, grâce à la recherche, grâce à l'initiative de différentes associations, grâce, j'espère, on verra cet après-midi aussi, à l'implication de l'État, d'avoir des offres d'achat et de consommation qui soient adaptées à toutes les cultures et à toutes les sensibilités, toutes les éthiques. Alain Grépinel. Il vaut mieux enlever le masque pour parler, pour qu'on entend mieux quand même. Merci de me donner la parole, Monsieur le Président. Je suis Alain Grépinel, vétérinaire. Et lorsque j'étais vétérinaire praticien, j'ai eu le privilège d'être inspecteur d'abattoir. Pendant 13 ans, dans 2 abattoirs successifs, j'étais également inspecteur en douane. Donc à ce titre-là, j'ai été témoin
de milliers et de milliers d'abattages rituels. Comme l'a rappelé mon confrère Kiefer tout à l'heure, le bien-être de l'animal à l'abattoir, c'est le bien mourir. En France, comme l'a rappelé également Michel Bossier, l'animal doit être étourdi avant d'être saigné. C'est la loi. Le problème, c'est qu'en France, on a accordé des dérogations. Des pays de l'Union européenne ont déjà supprimé, interdit ce type de dérogation, et plusieurs pays de l'Union européenne ont interdit les abattages rituels, appelons les choses par leur nom. Et donc j'ai deux questions à poser. Qu'est-ce qu'on attend? C'est une question qu'on pourrait peut-être d'ailleurs poser cet après-midi à Monsieur le ministre. Qu'est-ce qu'on attend pour supprimer cette dérogation ou non? Tout simplement en faisant référence à la loi 1905 et dans le contexte circonstanciel particulier que nous vivons en ce moment, ce serait peut-être opportun de se pencher sur cette question. Une deuxième question qui, elle, s'adresse aux politiques, en particulier aux parlementaires. Puisque certains pays l'ont déjà interdit, qu'est-ce qu'on attend? Si l'Europe existe encore, qu'est-ce qu'on attend pour uniformiser, faire voter une loi au Parlement européen qui interdirait donc définitivement ce type de dérogation? Je vous remercie. Je crains, en réponse à la seconde question, qu'il ne soit pas dans le pouvoir du Parlement européen de légiférer dans ce domaine pour interdire l'abattage rituel. C'est comme ça, ce sont les règles constitutionnelles, enfin pas constitutionnelles, mais ce sont les règles des traités de l'Union européenne. Quant à l'autre point, il a déjà été évoqué par Jean-Pierre et je crois qu'on y a déjà répondu. D'autres questions? Je vois ici une main qui se lève et... Enfin, bon, c'est vous qui décidez. Oui. Oui. C'est vous qui décidez. Hop. Non, c'est... Oui, bonjour. Je voulais simplement rebondir sur ce que à la fois Brigitte Gauthier a dit et ce que Séverine Fontaine a évoqué, de revaloriser en fait une alimentation équilibrée. Finalement, l'alimentation sera ta première médecine, c'est ce que dit Hippocrate. En période de Covid, on ne peut qu'y penser. Et est-ce que finalement, il ne faut pas revaloriser la partie végétale avec les légumineuses et faire de la viande un plat exceptionnel quand les bêtes sont abattues dans de bonnes conditions? C'est une des tendances avec le flexitarisme. Après, je pense qu'on doit apporter le savoir cuisiner, le savoir utiliser des différentes variétés végétales. Et encore une fois, ça reste un choix personnel. Enfin, je pense que notre rôle, clairement, c'est d'apporter cette variété qu'on nous demande aujourd'hui, d'accompagner les consommateurs dans l'utilisation de cette variété. Ensuite, ça restera un choix personnel de chaque consommateur. Oui, et puis il ne faut pas oublier que l'alimentation, c'est un fait social qui est en lien avec plein d'autres considérations de mode de vie, de croyances, etc. Et que on peut nous dire oui, c'est possible de ne plus manger de viande, oui, c'est mieux pour votre santé. Il y a énormément d'autres paramètres à prendre en compte. Enfin, si c'était aussi simple que ça, on y passerait tous très vite, quoi. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte et la tendance inverse un petit peu à manger beaucoup plus vite, accorder moins de temps à son alimentation parce qu'on travaille plus ou loin de chez soi, etc. Elle entre en contradiction avec ça et du coup, là, les sujets sont beaucoup plus complexes que juste prendre l'alimentation seule, en fait. C'est à prendre avec plein d'autres modes, plein d'autres paramètres, quoi. Une dernière question, puisque on approche de midi, et à midi, nous avons l'intervention de Christiane Lambert. Oui, bonjour, je m'appelle Béatrice, je suis avocate, je suis médiatrice et je suis étudiante aussi en droit pour préparer un diplôme universitaire de droit animalier que je prépare donc à Brive-la-Gaillarde. J'étais ravie à mon âge d'être encore étudiante et vous aviez raison de rappeler qu'il faut sans cesse se former. Alors ma question en fait sera sur l'étiquetage et puis je terminerai par une petite conclusion. Je voulais aussi remercier tous les intervenants parce que
Chacun a très bien exprimé, a été très clair et chacun apporte à ce débat. Donc je voulais vraiment remercier tous les intervenants. Alors ma question est sur l'étiquetage. Je voulais savoir actuellement où on en est de l'étiquetage. Est-ce qu'on peut envisager plus tard un étiquetage, mettons, qui nous renverrait avec notre téléphone portable et qui nous renverrait sur l'entreprise, qui nous informerait vraiment précisément sur la façon dont est élevé l'animal, mais aussi dont il est abattu. Évidemment, si on n'a pas assez de place sur les étiquettes, est-ce que juste en flashant avec son téléphone portable, on pourrait être renvoyé sur un site qui nous indique précisément le bien-être animal, où on en est à l'heure actuelle. Est-ce que vous avez besoin d'idées, combien de temps ça va te prendre? Voilà, sur l'étiquetage. Bon, oui, Séverine Fontaine, puisqu'elle applique l'étiquetage de la EBEA. Alors, au niveau de l'étiquetage, donc aujourd'hui, il est présent sur... Il faut parler plus près du micro. Il est présent sur plusieurs références de volailles, donc avec le mode ABCDE. Je ne sais pas si celui-ci, vous le connaissez. Mais se développent en parallèle des blockchains sur plusieurs produits. Et par exemple, sur la volaille ou les œufs filière qualité Carrefour, on a des blockchains. Et quand vous flashez sur les QR codes de ces blockchains, vous avez accès à une ouverture plus grande de chaque étape de la vie de l'animal, avec effectivement où est-ce qu'il est né, ce qu'il a mangé, le nom de son éleveur, si celui-ci est d'accord pour le donner. Et on peut imaginer effectivement à l'envie de développer ce type de système qui est une demande forte également des consommateurs. Puisqu'effectivement, chacun des consommateurs a des attentes très différentes également d'information et il faut qu'on apprenne à s'adapter à ces demandes différentes. Je vais maintenant remercier tous les intervenants et